Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié, et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et à déjà. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir António Pedro Vasconcelos à mon micro. António Pedro est un cinéaste et écrivain portugais. Il réalisa de nombreux longs métrages comme Perdido por Cem en 1973 ou Jaime en 1999, mais aussi des documentaires dont A Voz e os Ouvidos do MFA en 2017 que je vous recommande vivement. Après avoir échangé avec l'Association 25 de Abril de Lisbonne, j'ai eu la joie d'être recommandée auprès de António Pedro qui a accepté de raconter son Portugal avant la Révolution des œillets, mais aussi ce jour qui délivra le pays et ses habitants de presque un demi-siècle de dictature. Comment se traduisait la censure dans le quotidien, dans la culture et les arts au Portugal ? Qu'a-t-il fait après ce coup de téléphone lui annonçant qu'il se passait quelque chose dans les rues de Lisbonne ? Comment devient-on libre du jour au lendemain ? Ce témoignage est le premier d'une série d'épisodes à venir sur Où étais-tu le 25 avril 1974 ? Avec pour objectif de récolter des récits de Portugais qui ont vécu de près ou de loin cette journée qui libéra le peuple des idéaux d'un seul homme. Je vous laisse vous plonger dans le passé et até já. Bon, je m'appelle António Pedro Vasconcelos. Mon nom est un peu plus long, mais avec une particularité, c'est que entre Antonio et Pedro, António Pedro, j'ai mis un trait d'union à la française. Ils écrivent Jean-Luc ou Jean-Paul avec un petit trait. Et donc, dès le début, dès que je me suis réveillé pour la culture, etc. Et que j'ai commencé à lire en français parce que, en plus, dans ma jeunesse, il y avait une dictature et donc une censure féroce et beaucoup de livres, on n'avait pas accès, on ne pouvait pas les lire. Donc, j'ai trouvé le moyen de lire en français et de voir des films français. Et donc j'ai compris, j'ai été très influencé surtout par une revue qui s'appelait Les Cahiers du cinéma, parce que très tôt je dirais pas, mais disons depuis mes 18 ans, j'ai compris que ce que je voulais faire dans la vie, c'était de faire du cinéma. Donc j'ai lu beaucoup, donc il y avait Jean-Luc Godard par exemple, il y avait un petit trait d'union, et donc voilà, ma liaison avec la France commence par là, si vous voulez. Donc ça c'est mon nom. Je suis né à Leiria, qui est une ville au milieu du Portugal, mais j'ai aucun lien avec Leiria, parce que, et pourquoi je suis né à Leiria ? Mon père était du nord, ma mère était de Alentejo, qui est au sud. Hein. Bon, le Tejo, c'est ce qui divide le Portugal, donc mon père était au nord et ma mère au sud. Ils se sont rencontrés, j'ai jamais demandé comment, mais enfin, et ils se sont mariés, et mon père était juge. Et donc, il a été passé à Leiria pendant 7 ans, et je suis né là. Et je suis resté pendant 7 ans à Leiria. Après, il a été mis à Coimbra. Donc il a dû changer, et j'ai changé un peu comme les ambassadeurs. Et donc je suis venu à Coimbra, donc, qui était un peu plus au nord, mais qui était une ville un peu plus grande, et une ville avec une tradition culturelle très forte. Et à l'époque, la dictature était assez importante, parce que c'était, disons, une ville surtout au niveau de l'université, à partir des années 60, disons, de résistance. Et donc, j'ai vécu à Coimbra les prochains 7 ans, c'est-à-dire de 7 à 14, plus ou moins. Après, mon père a été placé à Lisbonne,
Et donc, je suis venu à la capitale. Donc, si vous voulez, Lely était une petite ville, Coimbra était une grande ville avec une université et tout ça, et toutes les traditions. Et puis, Lisbonne, qui était la capitale. Et donc, j'ai vécu 7 ans à Lisbonne. Donc, jusqu'à 21 ans, ma vie est partagée en 3 périodes de 7 ans. Et à 21 ans, je suis parti à Paris avec une bourse qui a été ce qui a, disons, qui a changé complètement ma vie, qui m'a aidé à ouvrir les yeux et la pensée, parce que on n'a pas l'idée de ce qui était le Portugal pendant presque un demi-siècle, 48 ans. C'était sinistre, parce que c'était pas aussi violent que le nazisme ou le fascisme, ou même l'Espagne, parce que c'était pas une dictature militaire, si vous voulez. Salazar méprisait les militaires, même si à la fin il a eu besoin d'eux avec la guerre. Mais c'était, disons, c'était pas très agressif, mais c'était terrible parce que pendant un demi-siècle, les gens étaient, disons, surveillés, empêchés d'avoir accès à la vérité, à la culture, à tout ça. Donc il y avait une censure qui faisait que depuis le nord au sud du Portugal, et même dans les colonies, ce qu'on appelait les colonies, en Afrique et en Orient, on ne pouvait pas écrire une ligne qui ne soit pas, disons, approuvée par la censure ou rejetée. Et donc, c'était terrible. Et puis, même les livres, non seulement les nouvelles, enfin, ce qui se passait dans le monde, c'était surveillé, mais aussi les livres, la culture. Non seulement la culture portugaise, parce que beaucoup de livres étaient interdits ou après édition, ils étaient éliminés, mais aussi à la culture française, surtout, que c'était ma deuxième langue, parce qu'on apprenait le français au lycée, et même aux écrivains anglais, etc., traduction, c'était très, 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 très surveillé, très difficile. Le cinéma, on n'en parle pas, parce qu'il y avait une censure féroce, donc la moitié des films étaient interdits. Et même ceux qui étaient permis avaient des coupures. On le sentait même à la projection, le son faisait un saut. Et donc ça a été très difficile. Voilà, c'est mon origine. À la fin de 63, même 64, je crois, je suis revenu à Lisbonne. J'avais déjà un fils qui était né pratiquement quand je suis allé à Paris. Donc, il a vécu les premiers 2 ans à Paris avec moi. Et puis, je suis revenu, j'ai eu une fille. Après, on s'est séparés. Donc, j'ai vécu avec eux souvent, mais à partir d'un certain moment, ils ont vécu surtout avec sa mère parce qu'elle s'est mariée avec un diplomate et ils étaient très petits, donc ils sont allés avec elle en Yougoslavie et à d'autres endroits. Après, ils sont revenus et donc, depuis, disons, son adolescence, ils vivent plutôt avec moi. Après, je me suis remarié et j'ai un troisième enfant qui est né pratiquement juste après le 25 avril. C'est un enfant d'avril. Et après, j'ai donc trois enfants, 2 garçons et une fille. Et j'ai 6 petits-enfants. Et maintenant, j'ai déjà 3, et il y a un 4e qui va naître bientôt. Des petits-enfants, je ne sais pas comment on dit. J'avais 2 frères. Mon frère, qui s'appelait Guilherme, avait 1 an de plus. Et mon frère, le cadet, il avait 2 ans de moins. Ils sont tous les 2 morts entre-temps. Je suis vivant. J'ai 84 ans. Et donc j'ai dû être très heureux parce que j'ai très peu de souvenirs concrets. C'est-à-dire, j'ai une idée de bonheur et même d'une certaine liberté. Parce que
enfin, on n'avait pas de conscience politique. Mes parents étaient très conservateurs. Très conservateurs, enfin, je dirais pas, c'était pas des fanatiques. Mon père appuyait le régime, même si c'était pas quelqu'un d'engagé dans le régime, mais il appuyait le régime. Une éducation religieuse catholique, mais aussi ils n'étaient pas fanatiques, mais ils étaient absolument convaincus de sa religion. Et disons que là où je me suis éveillé, c'est au début de mon adolescence, j'allais à la messe, confession, communion, comme on dit, l'hostie, etc., tout ça. Et la messe était en latin, parce que comme vous savez, la tradition catholique s'est renfermée sur elle-même, et donc les catholiques n'avaient pas accès, pendant beaucoup d'années, avant la révolution protestante, les gens croyants n'avaient pas accès aux évangiles, et à la messe c'était dit en latin. Donc je répétais en latin des phrases que je ne savais pas quoi que ça voulait dire. Je m'agenouillais, je me levais, je m'asseyais, je faisais comme ça. Et puis j'ai commencé à me questionner, à me demander qu'est-ce que ça veut dire. Et mes parents étaient très surpris parce que les autres, mes frères, ne posaient pas de questions. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis Agnus Dei qui tollis peccata mundi, etc. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je me lève, pourquoi au Portugal on dit benzer. Et pourquoi je dois prendre une hostie, tout ça. Et mes parents ne savaient pas me dire. C'est la foi, etc. C'est ce qu'ils disent les évangiles, Jésus-Christ, ce qu'il a dit, etc. Et je dis, bon, je veux connaître plus profondément qu'est-ce qui se passe. Et donc, on a décidé, mes parents, avec ma connivence, que j'aille passer un an dans un collège jésuite. J'ai décidé de faire du cinéma. C'était à l'époque une folie parce qu'il n'y avait aucun moyen de faire du cinéma. J'ai eu la chance d'avoir cette bourse qui m'a permis non seulement de fréquenter la cinémathèque pendant 2 ans et demi. J'ai vu une moyenne de 5 films par jour. Je lisais beaucoup. Encore aujourd'hui, c'est mon seul vice. Je me souviens pas d'un jour où j'ai pas lu au moins 2 heures. Donc les livres, c'est ma passion, même plus que le cinéma. Ce qui m'a attiré vers le cinéma, c'est que j'aimais beaucoup les histoires. Ça m'a renforcé l'idée que ce que j'aimais, c'était d'entendre les histoires, mais aussi de les raconter. J'avais déjà l'idée, quand je suis allé à Paris, de faire du cinéma. J'ai décidé de ne pas aller dans une école, mais d'apprendre par moi-même, et que c'était plus important de voir des films que d'apprendre la technique. Et l'idée de passer à Paris 2 ans fermé dans une école pour apprendre la technique, ça m'a apparu comme une perte de temps. Et il faut dire aussi que c'était justement l'époque de la révolution de la nouvelle vague qui a commencé par les cahiers de cinéma et après la génération de Jean-Luc Godard, de Truffaut, de François Truffaut, de Chabrol, de tout ça, tous ces gens-là. Et donc ils avaient aussi cette idée que le cinéma ne devait pas être quelque chose de fermé dans un studio et avec des gens, des techniciens et des réalisateurs qui avaient appris la technique de raconter les histoires, etc., mais qu'il fallait être plus libre. Et que le plus important, comme disait un réalisateur brésilien très connu à l'époque, Norbert Rocha, que j'ai eu la chance, l'opportunité de connaître personnellement, il disait ce qu'il faut, c'est une idée dans la tête et une caméra à la main. Bon, et donc j'ai suivi cette philosophie, mais j'ai appris tout ça. J'ai dit un jour que le cinéma m'a appris à vivre, les films m'ont appris à vivre, et que la vie m'a appris à faire du cinéma. Et après, je suis revenu au Portugal, donc dans les années
en 63, 64, c'était une période terrible. Et donc pendant 8 ans, j'ai presque 10 ans, j'ai fait de la publicité pour survivre et de la critique de cinéma. Donc j'ai écrit beaucoup. Ça m'a permis aussi de voyager et d'aller dans les festivals en tant que reporter. Et ça m'a permis de connaître et d'interviewer beaucoup de cinéastes que j'aimais. Et donc j'ai réussi, disons, à survivre sans la possibilité de faire des films, mais toujours lié au cinéma. La publicité m'a donné ce côté, disons, de la technique qui me manquait un peu. À la fin des années 60, 67, j'ai commencé à faire des documentaires. J'ai fait 3 ou 4 documentaires à l'époque. C'était déjà une approche du cinéma, c'est pas la même chose, mais c'était pas non plus la publicité là, il n'y avait aucun lien. Là. Même si la publicité, à sa façon, raconte des histoires, mais c'est des histoires en 30 secondes. Bon. C'est une école aussi, c'est une bonne école. Mais bon. Et donc, à la fin des années 70, c'est-à-dire en 73, j'ai pu réaliser mon premier film qui s'appelle Perdido por 100. Ça veut dire, c'est une chose qu'on dit au Portugal, perdu par 100, perdu par 1000. Mais donc j'ai pu faire ce film parce que la Fondation Gulbenkian, qui est une fondation qui a été très 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 importante, fondée dans les années 60 par un milliardaire du pétrole, et qui a vécu ces dernières années au Portugal, et donc a laissé sa fortune, disons, pour créer une fondation pour aider les arts et la science. Et donc j'ai pu profiter non seulement en tant que boursier à Paris, mais après ils ont décidé de mettre de l'argent dans les films. Et donc j'ai fait mon premier film, encore en dictature. C'est un film qui a eu, à la fin, il a eu des coupures. 2 ou 3 mots grossiers qui ont été coupés. Et une scène où il y avait une prostituée qu'on voyait nue, et donc ça a été coupé. Mais quand même le film est sorti, et a eu un succès raisonnable. Et tout de suite après, disons un an après, il y a eu le 25 avril, et donc une liberté qui s'est ouverte, et après j'ai fait ma carrière. Une carrière très... avec un peu de frustration, parce que pendant 50 ans j'ai fait 12 films, alors que j'aurais aimé faire un film par an, ou du moins un film tous les 2 ans. Mais c'est très pauvre le financement du cinéma au Portugal, parce qu'on n'a pas d'aide d'État, il y a très peu enfin, il y a des aides avec des taxes, etc., mais pas d'investissement direct, et le marché est très, très petit. Donc il n'y a pas un vrai marché pour les films portugais. Donc on est resté très, très fermé, aussi parce qu'on n'a pas eu le doublage, parce que Salazar a interdit le doublage. Et le dictateur Salazar a pris le pouvoir, disons, en 28, précisément l'année où le sonore est né. Et donc il a dû faire un choix entre approuver le doublage ou le sous-titrage. Et donc, un intellectuel qui s'appelait António Ferro a convaincu le dictateur. Il a été allé interviewer tous les dictateurs en Europe, Mussolini, Hitler, etc. Et il est allé en Russie interviewer aussi Lénine, qui lui a dit que le cinéma était pour les bolcheviks, le moyen le plus important pour transmettre le message du communisme et le message soviétique, disons. Parce que avec les films, on pourrait arriver à toute la Russie plus facilement.
Et donc, il a décidé d'investir dans le cinéma. Ils ont fait des films avec Einstein, Pudovkin, etc. Tous ces films extraordinaires. Et donc, António Ferro, quand il est venu au Portugal, il est venu avec cette idée qu'il fallait profiter du cinéma pour, disons, faire la propagande du régime. Et il a convaincu Salazar, c'est très pervers, mais bon, ça n'a pas vraiment marché, mais enfin, comme ça a marché en Russie, par exemple. Mais il a convaincu Salazar à interdire le doublage. Pourquoi? Parce qu'il y avait environ 80% d'analphabètes au Portugal. Et donc, si on mettait les sous-titres, il y aurait très peu de gens qui allaient voir les films étrangers. Et ils ne voulaient pas qu'on voit les films étrangers. Et par contre, s'il investissait dans le cinéma portugais, les gens se précipiteraient dans les salles pour voir des films parlés dans sa langue, en portugais. Et donc, il pourrait faire de la propagande, des films de propagande directe, ou indirectement de faire passer le message de ce qu'on appelait l'État nouveau, le Stade nouveau. Et donc, le doublage a été interdit pour cette raison. Ce qui nous a fermé les portes à toute coproduction, même avec l'Espagne, parce qu'en Espagne, le dictateur a décidé exactement le contraire. Il a décidé d'interdire le sous-titrage et d'imposer le doublage pour des raisons politiques, mais complètement différentes, parce que le problème de Franco était le problème des régions, c'est-à-dire des nationalités, du Pays Basque, de la Catalogne, de la Galice, de l'Andalousie, etc. Et avec la guerre d'Espagne, il y avait le risque que les populations de ces pays, enfin de ces États, essayent de devenir indépendantes. Surtout la Catalogne et le Pays Basque. Et donc, il a interdit la langue de ces pays. Il a imposé ce que j'appelle le castellano, l'espagnol, dans toute l'Espagne. Et avec le doublage, il y avait une seule langue. Et donc, il a interdit le sous-titrage. C'est extraordinaire, parce que c'était des pays qui avaient en commun toutes les valeurs, très conservateurs, etc., et très réactionnaires, et même une culture féroce, religieuse, pour les bonnes mœurs, etc. Et ça nous a fermé les frontières avec l'Espagne. Donc, le cinéma portugais est resté très isolé. Je vous ai déjà un peu raconté ce qui a été avant le 25 avril. Surtout à partir du moment où de mon adolescence, où mon esprit et ma curiosité sont ouvertes, disons. Et donc, cette sorte de bonheur innocent que j'avais jusque-là est devenu... j'ai eu conscience de ce qui se passait autour de moi. Mes doutes qui avaient plus de difficultés à cause de la dictature à avoir des réponses. Et donc j'ai vécu les effets de la dictature. Heureusement, j'étais allé à Paris. Quand je suis revenu, j'ai fait du journalisme. J'ai été rédacteur en chef de 2 revues. Et donc, ça m'a beaucoup stimulé, mais c'était une lutte quotidienne avec la censure. Et donc, mais c'était une époque, on parle la moitié des années 60, où Salazar est mort. Il y a eu Marcel Quetan qui l'a remplacé, qui était un homme qui avait donné un certain espoir aux gens de l'ouverture du régime, mais comme il y avait la guerre qui s'est prolongée jusqu'au 25 avril, 13 ans de guerre, une guerre sans fin, et qui était perdue, qui n'avait aucune chance d'être gagnée militairement. Et c'est ça aussi qui a contribué au 25 avril, on en parlera. Mais
Donc, vivait en dictature, mais il y avait dans l'air il y avait eu des révoltes des étudiants, des grèves, des choses comme ça, réprimées évidemment brutalement par la police politique et la police, mais il y avait dans l'air un espoir. Et puis il y avait mai 68, on savait ça. Et il y avait la génération du Vietnam qui protestait, etc. Donc il y avait une ouverture dans le monde, et surtout dans l'Europe, qu'on n'avait pas ici. Mais on avait une sorte d'espoir et presque de confiance que plus tôt ou plus tard, le régime allait tomber. Et donc, ce sont été des années difficiles, mais en même temps, des années d'espoir. Et je dis toujours à mes enfants et petits-enfants, et même aux gens, même à mes élèves, parce que des fois je donne des cours, ou je vais aux écoles pour parler avec eux, et j'essaie de leur expliquer ce qui était de ne pas avoir de liberté. C'était terrible. Ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience de ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes. Et je comprends les problèmes qu'ils ont. Et surtout, ne pas avoir de confiance ni d'espoir d'avenir, des perspectives. S'ils se mettent à réfléchir, ils n'auront pas beaucoup d'espoir dans l'avenir. Mais je leur dis aussi une chose qui est très importante, et je crois que c'est un message qu'il faut passer, c'est que nous, on vivait très mal. Les gens ne pouvaient pas se divorcer. Les soldats, par exemple, ne pouvaient pas se marier avant 24 ans. Les infirmières et les hôtesses de l'air n'avaient pas l'autorisation de se marier. C'était terrible, c'était étouffant. Mais on avait un avantage sur les jeunes d'aujourd'hui, c'est que l'ennemi avait un visage. Et on savait que le jour où on allait arriver à éliminer cet ennemi, il y avait un horizon d'espoir et de liberté qui s'ouvrait. Ce qu'on a fait après avec la liberté, ça c'est autre chose, mais c'est déjà notre responsabilité. On ne peut pas se plaindre de ne pas être libre, même si cette liberté est limitée par beaucoup de choses. Mais on est libre, et on est libre, Sartre disait ça, on est condamné à être libre, on est libre. Et donc on ne peut pas se plaindre du manque de liberté, on peut se plaindre de beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, l'ennemi n'a pas de visage. C'est ça le problème des jeunes. Nous, on avait... c'était Salazar, c'était Marcelo, c'était la dictature. Et aujourd'hui, où est l'ennemi? C'est très flou. Et donc, c'est beaucoup difficile de se battre. Ils ont conscience surtout les problèmes de la planète, etc., qui sont effectivement très, très évidents et pour lesquels il n'y a pas de solution, parce que pour répondre aux problèmes de la planète, enfin des altérations climatiques et du danger pour la survie, je ne dirais pas de la planète, mais de la vie, évidemment que comme c'est un problème global, il fallait avoir une réponse globale. Les gens ont conscience de ça, c'est vrai. Du reste, c'est-à-dire des effets négatifs d'une chose qui a été une révolution extraordinaire, qui est le monde digital, qui est effectivement une révolution qui ouvre des perspectives incroyables, mais aussi, il n'y a pas de révolution qui n'ait pas un côté négatif. Mais donc là, c'est plus difficile de comprendre quels sont aussi les effets négatifs sur ça. On est surveillé aujourd'hui à chaque seconde. L'intelligence artificielle qui est extraordinaire, la robotisation qui peut aussi
Mais les effets négatifs de cette révolution, la globalisation de l'économie, bon, on voit la faillite de la banque, on vient d'apprendre une nouvelle faillite de la banque, etc. Donc, ces problèmes, les jeunes ont plus de difficulté à les analyser et à voir les conséquences, et surtout son impuissance à faire changer les choses. Je crois que c'est ça le plus dur pour eux. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas passé par le manque de liberté, par une dictature, mais ils sont confrontés avec d'autres problèmes qui sont plus difficiles de combattre. La guerre était liée au régime, c'est-à-dire vous ne pouvez pas arrêter la guerre sans changer de régime. Ils ont compris à un certain moment qu'ils devaient passer à un stade supérieur, parce qu'au début, ils réclamaient des conditions de faire la guerre, parce qu'ils faisaient parfois 4, 5, 6 commissions, et ça n'arrêtait pas. Ils voyaient que la guerre ne pouvait pas être gagnée militairement, on n'avait pas la moyen. Et en plus, c'était contre l'ère du temps, c'était impossible, on était le dernier empire colonial. Et en plus, en Afrique, en Orient, etc., c'était impossible. Le rôle de l'armée devait être celui de permettre de créer les conditions pour négocier la paix. Et donc, ils ont compris, c'était ça qui devait être leur mission. Et comme ils ont compris que le gouvernement était complètement borné, et puis que non, il faut continuer la guerre, et ils disaient même il est préférable de mourir avec honneur que de négocier avec les terroristes. Bon, ça a fait que ça a prolongé la guerre inutilement, des morts, des exilés, la pauvreté, l'éloignement de l'Europe, tout. Et donc, les militaires ont compris que c'était eux les seuls qui pouvaient faire la révolution, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives avant. Mais ils avaient les armes. En même temps, c'était plus dangereux, parce que les armes étaient au service de l'État. Sauf que ils ont pris conscience à un certain moment, surtout à partir de 1973, ils ont compris que l'État ne représentait pas la volonté du peuple, et qu'ils refusaient de faire un référendum, d'ouvrir une démocratie avec des élections, et puis décider en fonction de ce que le peuple, l'opinion publique, etc. Et donc ils étaient l'instrument d'une oppression. Et ça a été très difficile, ça a été 9 mois à peu près de conspiration. Ça a commencé en Guinée, où la guerre était perdue, effectivement. Dans les autres, on pourrait dire qu'on pouvait encore continuer l'effort mais en Guinée, c'était perdu, et donc ça a été aussi où il y a beaucoup de pertes de vie. Et comme c'était un territoire beaucoup plus petit, les militaires, les capitaines surtout, qui étaient les forces opérationnelles, les commandos, etc., ils avaient beaucoup plus de facilité de se réunir. Alors que dans Angola et le Mozambique, c'était énorme, et donc plus difficile. Et en plus, il avait le responsable de la Guinée militaire et du gouvernement en Guinée était le maréchal, le général Spinola, après il a été maréchal, Spinola, qui avait défendu très tôt qu'il fallait négocier la paix, et que l'armée devait servir à créer les conditions pour une négociation raisonnable, équilibrée, juste, mais pas pour essayer de gagner la guerre, parce qu'il a dit, il a même publié un livre, il disait que c'était impossible. La solution doit être politique. Et donc les militaires, ça a commencé en Guinée. Les premières manifestations collectives
de, de, de critique et de condamnation aux mesures prises par le gouvernement et à la continuation de la guerre sont partis de Guinée en 1973. Et puis, dans la métropole, comme ils appelaient, à Lisbonne, il y a eu quelques militaires. Il y a un surtout, pour moi, qui a été l'homme qui a vraiment été le cerveau et le moteur de la révolution, s'appelle Vasco Lourenço. Et donc ils ont d'abord fait une réunion près d'Evora, parce qu'ils se réunissaient toujours près d'une ville, mais pas dans la ville, pour ne pas attirer la suspicion des autorités. Ils sont rendus à une propriété d'un homme qui était contre le régime et qui a mis à leur disposition les installations. Ils sont réunis 136 capitaines et ils ont décidé de faire aussi une exposition au président du Conseil, au président de la République, au responsable de l'armée, etc. Donc c'était une rébellion collective, c'était très 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 dangereux. Et après ils ont compris qu'il fallait créer des groupes au sud, au centre et au nord pour propager et donc faire ajouter des signatures. Et puis à Angola et au Mozambique. Donc à la fin, ils ont réussi à avoir près de 800-900 signatures. Et donc le gouvernement a tremblé à ce moment-là. Et Marcel Keïta, qui était le Premier ministre à l'époque, dans ses mémoires, il dit à ce moment-là, j'ai compris que c'était perdu. Et donc après, il y a eu beaucoup de réunions, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était 9 mois de conspiration. Et puis, le 16 mars de 1974, il y a eu une précipitation de quelques militaires qui ont décidé d'avancer avec l'initiative d'un coup militaire contre le régime et qui a fait faillite. Et donc, il y a 200 militaires qui ont été faits prisonniers. Et donc, il y a eu un moment de découragement le 16 mars, mais tout de suite après, ils ont compris que précisément ça leur donnait de la force parce qu'ils ne pouvaient pas admettre que 200 de ses compagnons soient arrêtés et qu'en plus il y avait le danger que beaucoup d'autres soient. Bon. En plus, ils ont compris que le régime, c'était pas une réponse possible parce que s'ils allaient mettre en prison 900, même plus, capitaines et même des majors, etc., qui étaient contre le régime et disposés à faire une révolution, ils n'auraient plus de gens pour combattre. Et donc, après le 16 mars, ils ont décidé d'entrer dans la clandestinité et d'organiser un coup très bien programmé et avec un programme pour le jour suivant, parce que ça c'était très important, surtout pour des gens comme Vasco Lourenço et d'autres, Merlin Tunge, d'autres, les leaders du mouvement, et qui savaient, non, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait après. Il faut avoir un programme. Et notre programme, c'est, on ne veut pas le pouvoir. On veut donner la voix au peuple, et donc il nous faut une constitution, il nous faut des élections, et après, nous, on s'éloigne. Le 25 avril, ça a été le jour le plus heureux de ma vie. C'est impossible d'avoir une joie comme j'ai eu. On me dit, mais la naissance de tes enfants, d'accord, mais j'ai attendu 9 mois. Je savais qu'ils allaient naître. Peut-être que ça pourrait m'amasser, mais j'ai attendu 9 mois. Alors que là, même si ma génération avait le pressentiment que un jour ou l'autre ça allait changer, mais on n'imaginait pas que ce serait les militaires, et c'était les seuls qui pouvaient le faire, parce qu'ils avaient les armes. Et donc, subitement, un jour, je suis réveillé à 4 heures du matin par une amie qui me dit, ils sont dans la rue, je suis sorti immédiatement. J'étais rédacteur en chef d'une revue qui appartenait à un groupe, le plus grand groupe de journaux et revues
au Portugal, qui s'appelait Le Siècle. Ma revue s'appelait Cinéphile. Et donc, je suis allé au journal pour essayer d'arrêter l'édition, parce que je me disais, bon, s'il y a une révolution, on ne va pas publier comme éditer la revue qui était chaque semaine. Et d'autre part, dans le journal quotidien, il y avait des reporters, les premiers reporters qui ont fait les photos du 25 avril, enfin de Stargelmeier, dans la place du commerce, et après dans l'Arc du Carme, était du siècle. Et donc j'ai appris, et quand j'ai su qu'à côté, au Lac du Carme, le président du conseil, soit le premier ministre, était déjà dans le quartier du Carme, et donc qu'il était encerclé par les forces de Stargelmeier, mais encore à cette époque, à ce moment-là, pendant des heures, on ne savait pas si la révolution allait réussir, parce qu'il y avait quand même l'ennemi, disons, qui avait des moyens de résistance, mais tout s'est effondré très facilement. Et donc j'étais là, et il y a des images où on me voit, parce que je suis grand, j'ai 1m94, et donc j'étais juste dans la deuxième rang des gens qui étaient là, assistés à la rendition de Marcel. Et les premières images, le photographe, le reporter qui apparaît au fond à filmer, je le reconnais parce que c'était lui qui avait fait la photographie de mon premier long métrage dont je vous ai parlé. Et donc je le salue. Donc en plus d'être grand, il y a mon bras qui se voit. Donc je suis là. Et comme je vous ai dit, c'était le moment le plus extraordinaire de ma vie. C'était impossible de vivre un moment comme ça. Et donc j'étais présent. Et après j'ai accompagné et même j'ai participé dans une petite initiative, plutôt formelle. C'est que dans le plan de la libération du 25 avril, ils ont passé à la PIT, la police politique, à libérer les prisonniers politiques, à prendre les éléments de la police, enfin de neutraliser tout ça. Le Premier ministre, ils ont complètement laissé de côté le président de la République, parce qu'ils l'ont méprisé, et ce n'était pas le plus important. Donc, ils avaient tout, il y avait un plan pour... Ils ont oublié la censure. Et la censure est tombée d'elle-même, c'est-à-dire à partir le 25 avril, il y a beaucoup de journaux qui ont décidé de publier sans passer par la censure. Mais il y a d'autres qui quand même ont respecté la censure. Et les censeurs étaient là pendant le 25 avril. Mais formellement, la censure n'a pas été interdite. Et donc, dans le cinéma, il y avait certaines salles et certains distributeurs qui se disaient, bon, est-ce qu'il faut envoyer la censure ou non? Et nous, symboliquement, si vous voulez, on a décidé d'aller à l'édifice, au siège de la censure, et aller après au centre où était placée la révolution, les responsables du mouvement, et leur demander de signer un décret pour abolir la censure. Bon, donc, symboliquement, j'ai participé même activement dans le 25 avril, et après aussi avec tout, et même un écrivain dans la revue, etc. Et puis évidemment qu'après le 25 avril, comme dans toutes les révolutions, ont commencé des dissidences, des luttes internes, etc. Mais ça, c'est normal. Hein. C'est ce que je dis aujourd'hui, qu'on va, l'année prochaine, on va commémorer le 25 avril. Quand même, ça a été une révolution exemplaire, parce que c'est une révolution qui n'a pas eu
n'a pas tiré, n'a pas tué personne. C'est la police politique qui a tué les manifestants. Et après, même après les luttes qui ont eu entre l'extrême droite et l'extrême gauche, pratiquement il n'y a pas eu de mort. Donc c'est une révolution, on peut dire, exemplaire. Et un an et demi après, il y avait une constitution, des élections et tout ça. Bon, ce qui s'est passé après, c'est autre chose. Mais donc, pour dire que après, c'est tout un monde nouveau qui s'est ouvert. Donc j'ai pu faire des films avec des difficultés parce que c'est pas facile dans un pays si petit, avec un marché très réduit. Et donc, pour gagner ma vie, j'ai décidé de faire une carrière comme commentateur de football. Et j'étais toujours, enfin, de mon adolescence, fanatique, disons, du Benfica, qui est le club que quand j'étais à Paris, je vivais à Paris, il a gagné la Coupe des Champions 2 fois, 61 et 62, donc ça m'a donné beaucoup d'orgueil en plus, de fierté, et ça m'a permis de survivre, de résister, et puis j'ai repris, disons, à la fin du siècle, en 99, j'ai fait un nouveau film et après je ne me suis pas arrêté. J'ai fait un film tous les 2 ans, 3 ans, jusqu'à maintenant. Où maintenant, à nouveau, on me refuse les appuis pour les films, mais bon, c'est le système qui existe, contre lequel je me révolte, mais enfin, j'y peux rien. Et j'ai profité pour faire une série de télévision à laquelle j'ai dédié mes 3 dernières années et encore le prochain pour les 50 ans du 25 avril, qui s'appelle La Conspiration, qui a pour expliquer aux plus jeunes ce qui a été l'épopée de ces hommes, de ces capitaines, ces militaires qui ont réussi à moins de 24 heures à détruire une dictature qui a duré presque un demi-siècle. Et c'est extraordinaire et personne ne sait ce qui a été toute la préparation, parce que c'était quand même une révolte très dangereuse, parce que c'était un mouvement collectif. À l'intérieur des forces armées, c'est trahison. Donc ils ont couru des risques incroyables. Et personne ne connaît cette histoire. Donc j'ai interviewé tous les participants. Quelques-uns sont morts entre-temps, surtout à l'époque de la pandémie. Il y a eu 2, Othello et Denis Dramel, qui sont morts, et aussi Luis Macedo, qui sont morts à ce moment-là. Et donc en ce moment, c'est ce que je fais, c'est ce dont je m'occupe. Je suis j'ai lu tout, j'ai des livres partout, et enfin j'ai interviewé, etc. Et pour moi, c'est un héritage, disons, un témoignage que je veux laisser aux plus jeunes, pour qu'ils n'aient pas d'excuses pour ne pas comprendre ce qu'a été la révolution, ce qu'on a vécu avant et pourquoi on a fait la révolution, et aussi du côté non seulement héroïque, mais aussi exemplaire de cette révolution, parce qu'ils avaient comme principe ne pas tirer et essayer de gagner sans un coup. Et ça, il faut le dire aux jeunes, aux jeunes surtout, parce que il faut le valoriser. Et si vous voulez, la Grèce et l'Espagne et beaucoup de pays ont appris avec la Révolution. Et ça a influencé beaucoup ce qui s'est passé dans les pays qui sont libérés des dictatures. C'est là qu'on voit qu'il y a eu une révolution. C'est qu'avant, on ne pouvait pas filmer les choses. Même les reportages pour la télévision, etc., il n'y avait que la télévision d'État,
C'était pas une télévision publique, c'était une télévision d'État. Et donc tout était passé par la censure, donc on ne pouvait pas filmer tout. Et tout d'un coup, les reporters, les photographes viennent dans la rue et risquent, ils prennent le risque de filmer et de photographier. Donc il y a beaucoup de documents sur l'explosion populaire. Et ça, c'est une chose incroyable. Mais c'est dans le pays, tout le pays, l'explosion des gens qui venaient dans la rue et qui saluaient les militaires, hein, et qui mettaient des œillets dans les fusils. D'ailleurs, c'est pas ça qu'on appelle la révolution des œillets, non? Et ça a été incroyable, et on voit quand même dans les images. On voit quand même dans les images. Et c'est le pays, tout le pays, et même en Afrique, au pays où il y avait la guerre, ça a été très difficile parce que on ne pouvait pas abandonner d'un coup, hein. Mais en même temps, on ne pouvait pas dire aux soldats de continuer à tuer, s'entretuer entre les nègres et les mouvements de libération. Donc là, ça a été plus difficile. Mais l'explosion de joie, bon, évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur, hein, et des gens qui étaient pour le régime, et quelques-uns par conviction, d'autres par couardise, et donc qui avaient peur. Et beaucoup d'eux ont fait semblant qu'ils étaient pour le régime, même dans les journaux, les directeurs, il y a eu des directeurs qui ont essayé de résister, d'autres qui se sont dit « Ah non, vive la liberté, etc. » Mais, bon, donc c'était incroyable jusqu'au 1er mai, parce que c'est très curieux, parce que c'est 6 jours après le 1er mai. Et c'est le 1er mai, en 48 ans, qui a été célébré en liberté. Et donc, si vous voyez les documentaires, les reportages, c'est incroyable, incroyable. Les rues, mais dans le pays entier. C'est surtout à Lisbonne, évidemment, parce qu'il y avait le gouvernement, les secrétaires généraux et les présidents des partis, enfin, qui sont réunis, rassemblés pour fêter le 1er mai. Mais, disons, tous ces jours jusqu'au 1er mai ont été d'une joie incroyable. Après, ont commencé les dissidences, des luttes pas très explosives, hein, parce que les gens, quand même, la liberté, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas pendant le demi-siècle. Et donc, ça a été une période, et c'est très de joie. Et c'est très curieux parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont décidé de faire le 25 avril avant le 1er mai, parce que le gouvernement est très concentré dans le 1er mai. Ils savaient que le 1er mai, après la faillite du coup du 16 mars, que le 1er mai allait être très dangereux. Parce que les mouvements d'étudiants, de communistes, des syndicats, des intellectuels, etc., auxquels pouvaient s'ajouter les militaires, seraient explosifs. Donc ils ont concentré toutes ces attentions dans le 1er mai. Ils n'ont jamais imaginé que la révolution serait le 25. Ils ont décidé de la faire le 25 avant le 1er mai, parce que précisément la police et tous étaient concentrés. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient déjà? Et pour le prochain 1er mai de 1974, ils préparaient déjà ça. C'est d'arrêter, avant le 1er mai, arrêter tous les dirigeants syndicaux, étudiants, etc., qui pourraient, disons, commander les manifs du 1er mai. Et donc, ils ne savaient pas, et ils ont été pris par surprise, hein. Même les Américains ne savaient pas. Et donc, comme en plus ça a été préparé en toute clandestinité, j'ai fait un documentaire, un docudrame sur un événement que j'ai connu récemment, il y a 5 ou 6 ans, je ne savais pas.
et qui a été décisif et qui était clandestin, parce que les 2 jours avant, il a fallu prolonger les transmissions, les fils de transmission radiophonique et d'écoute téléphonique d'un point qui était le collège militaire jusqu'au centre où le mouvement avait le siège, clandestin, personne ne le savait, dans une unité militaire à Pontigne, mais personne ne le savait. Donc il fallait avoir une ligne pour que les militaires qui commandaient le coup, Othello surtout, les autres, ils puissent avoir accès, écouter les coups de téléphone entre le président du conseil, les ministres, les chefs militaires, la PID-DGS qui était l'instrument de répression. Donc ils savaient, et le gouvernement ne savait pas qu'ils savaient. Et donc c'était une opération qui a été faite le 23 et le 24 avril, pendant la nuit, avec une équipe de 21 hommes spécialistes, et qui a prolongé, avec les risques d'être dénoncés, découverts. Ils ont fait ça clandestinement, ils ont prolongé la ligne d'écoute, en passant le fil sur les toits, sur les arbres, même sur les lignes du train, ce qu'on appelle l'électrique à Lisbonne qui existe. Et donc, avec tous les dangers, ils ont réussi à donner donc les moyens aux gens qui étaient à Pontigne, à commander le coup, d'avoir toutes les écoutes. Et en plus, de pouvoir les transmettre aux gens qui étaient sur place. Donc, ça a été Salgueiro qui a eu cette mission. Et donc, il savait, par exemple, il s'attendait à que Marcel Caetano et les ministres aillent à Monsanto. Ils avaient tout prévu pour ça. Et subitement, ils sont surpris parce qu'il s'est allé se réfugier au quartier do Carmo, donc au centre de Lisbonne. Et donc, Othello a pris ça. Et donc, il a dit immédiatement à Salgueiro Maia, écoute, monte et va à Carmo. Et c'est là, donc, la révolution a réussi, au moment où Marcelo, qui était complètement entouré déjà des forces libertaires, il s'est rendu, il a décidé de se rendre. Et il y a une chose qui est très curieuse que j'ai appris avec mes investigations. Certaines choses qui ont été décisives dans la réussite du coup ont été inspirées par le coup de Pinochet. Alors que le coup de Pinochet était le contraire, mais les moyens de faire le coup militaire ont inspiré beaucoup certains cerveaux, disons, du mouvement, parce que Pinochet avait compris que, pas Pinochet, mais l'équipe américaine et tout ça qui ont aidé au coup d'État, que le plus important c'était de prendre les postes de communication, la radio et la télé. Parce que si on prenait ça, on faisait passer les messages. Ils disaient même à l'Inde on peut attendre, mais il faut assurer les transmissions. Et donc, et aussi, je ne sais pas comment on dit ça, os sinais, les signaux, c'est pas signes, c'est signaux, c'est-à-dire les messages clandestins, mais que le gouvernement ne comprenait pas, mais que toutes les unités du pays savaient qu'à 11h et à minuit, je ne sais plus exactement les heures, il y avait 2 chansons qui allaient passer et que ça c'était le signe pour qu'ils sortent des unités. Ils ont compris aussi qu'il fallait faire le coup la nuit, en semaine, parce que le 16 mars a été fait en fin de semaine, et donc les unités n'étaient pas là, c'était une folie. Donc en semaine, la nuit, pourquoi?
pour empêcher que les avions, comme c'était la nuit, auraient plus de difficulté à agir si le gouvernement avait décidé d'envoyer des avions. Et donc tout ça a été une planification incroyable, incroyable. Et donc ils ont fait le coup avec ces chansons qui étaient toutes les unités savaient, et donc ils sont sortis en même temps, toutes en même temps. C'est incroyable, c'est un coup absolument incroyable. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Et puis, il y a eu une chose très importante, c'est qu'en 1985, Mário Soares, qui était pour moi l'équivalent de Vasco Lourenço au niveau de la politique, il était le président du Parti socialiste, c'était un homme avec lequel j'ai eu une grande amitié. En 1985, le Portugal continuait à être très pauvre, et donc il y avait des tensions dans l'air, et il a pris une décision qui n'était pas très appuyée, mais il a décidé d'entrer dans la communauté européenne. Et il a décidé aussi, parce que c'était un homme avec disons, il voyait plus loin et plus rapide et plus profondément que les autres. Il a compris qu'il fallait adhérer à la communauté européenne, qu'on avait perdu les colonies, mais notre vocation c'était européenne, c'était pas coloniale, et qu'il fallait s'intégrer dans la communauté européenne. Il a décidé aussi qu'il fallait entrer en même temps que l'Espagne, parce que sinon il y aurait une frontière, l'Espagne qui bloquait notre accès direct à l'Europe. Et il y avait Felipe González qui était le Premier ministre d'Espagne, et qui lui, il partageait les mêmes idées, il était aussi socialiste, et donc ils ont décidé de demander ensemble l'entrée dans la communauté. Et donc à ce moment-là, il y a eu des élections pour la présidence de la République. Et la droite, la plus fanatique, voulait se venger du 25 avril, voulait revenir non pas à la dictature, mais aux valeurs de la droite la plus réactionnaire et radicale. Et donc, Mário Soares, le Portugal était dans une situation très difficile économiquement, et donc il a demandé appui au FMI, en même temps qu'il a demandé à entrer dans la communauté. Il a été accepté, lui et l'Espagne. Et juste après, il y a eu des élections pour la présidence de la République. Et Mário Soares a décidé d'être candidat. Et lui qui avait gagné les élections pendant des années et qui était très populaire, subitement, il a perdu toute sa popularité, parce que pour réussir à entrer dans l'Europe et en même temps avoir l'appui de l'FMI, il a dû faire un gouvernement avec un parti de droite, donc faire une sorte de ce qu'on appelle le bloc central. Et les gens de gauche lui ont jamais pardonné. Et moi j'ai compris que si Soares ne gagnait pas les élections, on était perdu, parce que tous les autres candidats de gauche, Soares à cette époque avait une approbation de 8%, alors qu'il était très populaire avant. Et le candidat de droite avec 48,5% des votes, des intentions de vote. Et je me suis dit, il faut que Soares gagne. Parce que, et pour qu'il gagne, il ne gagnera pas au premier tour, mais il faut qu'il gagne les premières, disons, de ces élections, qu'il soit le candidat de gauche qui va se battre contre le candidat de droite. Et c'est le seul qui peut gagner, parce que les autres étaient plus radicaux. Et donc je suis allé le voir et je lui ai dit, je me propose pour faire votre campagne, si vous voulez. Et je venais de faire un film qui a été le plus grand succès de ma carrière,
et même du cinéma au Portugal, un film qui s'appelait La Place du Mort. Et donc j'étais très, disons, populaire. Et donc je me suis dit, bon là j'arrête de faire des films et je vais me dédier à faire la campagne de Mario Soares parce qu'il faut qu'il gagne. Curieusement, tous les intellectuels de gauche étaient contre lui. Donc au début ça a été très dur parce qu'il n'y avait personne qui l'appuyait. Et j'ai passé les mois de la campagne, 3 ou 4 mois, à faire, à être une sorte de bras droit, parce que je faisais surtout ce qu'on appelait les temps d'antenne. Et j'ai décidé de faire ça en vidéo. Et donc, il a commencé à monter. Il a gagné les premières rondes des élections, et après, il a gagné. Et donc, après ce moment-là, on est devenus très, très, très amis. Et j'avais, en plus de l'admiration, j'ai eu de l'amitié qui était partagée avec lui. Voilà. Donc, après, évidemment, après les élections, j'ai repris, disons, ma carrière. Et après, en 98, j'ai réussi à avoir un appui pour faire un film qui s'appelait Jaime. C'était l'histoire d'un jeune qui, après l'entrée dans la communauté européenne, il y a eu un choc parce qu'on nous a donné de l'argent pour nous préparer pour le marché libre. Et donc, cet argent était pour que les entreprises se modernisent et puissent entrer dans la compétition. Et malheureusement, cet argent a été... il y a eu beaucoup d'usines où les patrons ont pris cet argent, ont fermé l'usine et ont fait sa fortune. Bon, et ça a été terrible parce que dans la région du Nord, qui vivait de faire des chaussures et de faire de la lingerie, etc., les usines sont fermées. Subitement, il y a eu une crise terrible dans l'emploi parce que la plupart des familles vivaient de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'exploitation du travail des enfants. Et donc, les parents demandaient qu'ils avaient l'emploi, qu'on prenne les jeunes de 12, 13, 14 ans pour travailler, pour gagner la vie, parce que sinon, ils mouraient de faim. Et donc, ça a été, disons, la répercussion et l'effet négatif de l'entrée en Europe et la façon dont le gouvernement de l'époque a géré l'argent de la communauté européenne. Et donc, j'ai fait un film, j'ai été très, très choqué par cette exploitation du travail des enfants. Et j'ai fait un film qui s'appelait Jaime, qui était l'histoire d'un jeune qui, pour aider les parents, et qui, à cause de la perte d'emploi, s'était séparé. Il vivait avec sa mère, son père n'avait pas d'emploi, et il a décidé de travailler clandestinement la nuit, sans que ses parents le sachent, et pour gagner l'argent, pour aider son père à récupérer une moto qu'il avait perdue et sans laquelle il ne pouvait pas avoir d'emploi. C'est un peu comme c'est inspiré par les voleurs de bicyclettes, disons 50 ans après, qui pourrait devenir à ce garçon et à son père. Et donc il a essayé de gagner de l'argent pour que son père puisse s'acheter une nouvelle moto, parce que pour lui, la séparation des parents, c'était quelque chose qui était très dur pour lui. Et donc, il se disait, si mon père récupère du travail et sa dignité, peut-être que ma mère et lui vont vivre ensemble. Et donc, c'est son effort pour gagner de l'argent et en même temps montrer ce qui était l'exploitation du travail des enfants, qui était très chouette. Très chouette. J'ai fait de mon
mon côté, j'ai fait ce que je pense qui est important, c'est de faire connaître aux jeunes surtout, mais même à des jeunes de ma génération qui ne savaient pas, parce que ça n'a jamais été raconté par image. Il y a beaucoup de livres, beaucoup d'interviews, beaucoup de biographies, etc. On connaît ce qui ont été les 7 réunions collectives qui ont mené au 25 avril, mais on n'a jamais raconté une image, une narrative audiovisuelle. Et donc, il y a 2 ans, j'ai décidé de faire ça. J'ai eu l'appui de la RTP. Le projet s'est révélé beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que je n'avais pas vu, parce qu'on commence à écouter les uns et les autres, on commence à croiser, on commence à voir les lacunes, les nouveautés, les contradictions, etc. Donc c'est un projet très, très, très ambitieux, mais que je pense que à mon âge, c'est le plus important que je puisse laisser à mes fils, à mes enfants et à tous les jeunes du pays pour l'avenir. Donc je pense que c'est une mission très importante et c'est une chose qu'on raconte dans l'école, mais ils ne savent pas la plupart. S'ils ne sont pas des parents qui ont vécu ça et qui les racontent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas les noms, ils ne savent pas. Et évidemment, ils ont entendu parler de Othello et de Sargent parce que c'est ceux qui ont le plus d'évidence. Mais comprendre ce qui était le Portugal avant, comprendre ce qui signifie le 25 avril, comprendre ce qui a été le travail colossal, la lutte et les risques qui ont pris tous ces militaires, et sans hésiter pour faire ce coup, qui pourrait d'un côté la vie, la carrière, mais aussi la vie. Il faut que ce soit rappelé. Merci António Pedro d'avoir accepté de nous confier vos souvenirs et de partager avec nous la chronologie des événements et de vos émotions. Dans les informations de l'épisode, vous trouverez des liens pour découvrir le travail réalisé par António Pedro sur les différents sujets abordés dans l'épisode. N'hésitez pas à commenter l'épisode, à m'écrire et à partager vos histoires. Pensez à interroger vos proches. Où étaient-ils le 25 avril 1974 ? Écrivez, enregistrez, filmez. Ces dernières semaines, le nombre d'écoutes du podcast n'a cessé de progresser chaque jour et je vous remercie infiniment. Continuez à partager, à commenter et à ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, retrouvez-nous sur Instagram pour découvrir les coulisses de l'enregistrement et échanger sur l'épisode. Até breve!